du journal. Le Rwanda, de plus en plus coopératif depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, sa ministre chargée des réfugiés dit avoir éloigné de sa frontière avec la RDC 682 rebelles ayant appartenu pour la plupart au mouvement du 23 mars. Ils ont été conduits dans un centre d'internement dans le district de Ngoma, à une centaine de kilomètres dans l'est de Kigali. La décision de délocaliser ces rebelles congolais émane de l'application des conventions internationales qui disent que les réfugiés doivent être à plus de 50 km de la frontière. Pour rappel, après la scission du M23 en deux camps, les hommes fidèles à Sultani Makenga avaient délogé samedi 16 mars ceux de Jean-Marie Runiga, proche de Bosco Taganda, à Kibumba, en territoire congolais. Ils avaient trouvé refuge au Rwanda et Kinshasa avait condamné l'accueil que son voisin de l'Est avait réservé aux rebelles du M23. Et selon la ministre Séraphine Mukantabana, chargée des réfugiés, que cite l'AFP, c'est par principe humanitaire que son pays avait accepté de les recevoir. Plusieurs ténors de ce mouvement sont sous le coup des sanctions des États-Unis, notamment Jean-Marie Runiga et Baudouin Ngayouré. À leur arrivée, les militaires ont été désarmés et soumis à une procédure d'internement comme des gens qui sont entrés dans un territoire en quête d'asile. Séraphine Mukatabana a précisé qu'il est demandé aux rebelles du M23 de faire le choix entre le statut de militaire ou celui de réfugié. Au sujet du sort qui sera réservé à ces rebelles, la ministre rwandaise a déclaré qu'il était prématuré de se prononcer sur leur cas. Une question tout de même se pose par rapport à cette collaboration rapide du Rwanda et cette transparence dans la gestion de ce dossier. La réponse serait sans doute l'accord de coup que ce pays s'est mis avec l'accord d'Addis Abeba et l'engagement récent à Oyo sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le Rwanda, signalons-le, a été cité dans plusieurs rapports des experts de l'ONU de soutenir les rebelles du M23. Kigali a toujours démenti cette allégation. Comme annoncé, nous recevons dans ce journal François Nzekouye, il est député national. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment expliquez-vous ce déplacement provoqué par le Rwanda? Est-ce par obéissance aux règles humanitaires internationales ou c'est un simple fait de se désavouer? D'abord, j'ai toujours considéré qu'un acte posé par le gouvernement rwandais tendant à diminuer la déstabilisation de la République démocratique du Congo est toujours un leurre pour le Rwanda. Que le Rwanda aujourd'hui montre aux yeux du monde qu'ils sont en train de démobiliser les militaires réfugiés chez lui ressort bien évidemment d'abord du fait d'avoir signé un accord, mais aussi du fait qu'ils vont occuper ou ils occupent déjà la présidence du Conseil de sécurité pendant une année. Mais en sous-main, le Rwanda continue à soutenir les M23 en hommes, en armes et en munitions. Avant-hier, nous avons entendu à Bunagana et à Tchanzu que des militaires rwandais ont traversé la frontière. Donc, pour nous, c'est une stratégie pour mettre la poudre aux yeux à la communauté internationale, mais le Rwanda continue effectivement à soutenir les M23 qui menacent du reste de reprendre la ville de Goma, de reprendre Calais et Kanyabayonga, même si nous savons qu'ils vont se frotter à la résistance des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, selon vous, quelle devrait être la démarche du gouvernement congolais par rapport à ces rebelles? Il faut le dire, qui continuent de constituer une menace permanente dans l'est de la République démocratique du Congo. La coopération pour le Rwanda devrait signifier d'abord, au terme de l'accord cadre, qu'ils ne doivent pas recevoir les criminels recherchés par les cours internationales ni les cours voisines comme la République démocratique du Congo. Or, vous savez que les sujets comme Runiga ou Baudouin Ngayouré sont des personnes recherchées, mais qui sont accueillies et gardées au Rwanda. C'est le cas du reste d'Nkunda, qui est lui aussi est recherché, mais depuis des années, le Rwanda nous a promis de l'extrader, il ne l'a jamais fait. Et donc, pour nous, le Rwanda n'est en train d'agir au grand jour que comme un bon élève des Nations Unies et un homme respectueux ou des hommes respectueux de l'accord cadre, mais comme je viens de vous dire encore une fois, le Rwanda n'a aucun intérêt à coopérer avec la République démocratique du Congo parce que pour lui, les richesses qui lui permettent d'être considéré aujourd'hui comme un pays de plus en plus émergent viennent de la République démocratique du Congo et ils ne peuvent pas les avoir dans une période d'inquiétude. Et donc le Rwanda continuera à nous déstabiliser. Il nous revient à nous de discipliner le Rwanda par notre réforme de l'armée qui doit être sérieusement dissuasive et cela empêcherait au Rwanda de continuer à jouer les jeux
des pyromanes qu'ils continuent à jouer, même si au grand jour aujourd'hui, parce qu'ils doivent diriger le Conseil de sécurité, ils montrent des signes de bonne volonté. Alors, entrevoir une intégration de ces rebelles au sein de l'armée congolaise serait périlleux selon vous? D'abord, inutile. Inutile parce que sinon, à quoi ça sert la force d'intervention qui a comme principale mission de traquer et de neutraliser les forces négatives et au premier desquelles se trouve le M23. Des deux, c'est contre-productif parce que toutes les intégrations que nous avons connues ont servi à intégrer dans notre armée des infiltrés venant du Rwanda et qui n'ont que comme rôle de donner les informations stratégiques de notre armée au Rwanda pour continuer à nous déstabiliser. Donc nous estimons que ceux qui se considèrent comme Congolais doivent suivre le processus normal de recrutement que l'armée a commencé pour intégrer notre armée et non pas continuer à intégrer des personnes soupçonnées de coopérer avec des pays voisins, je dirais même des personnes dont on a la preuve qu'ils coopèrent avec des pays voisins. Donc c'est pour nous contre-productif pour la République et nous voulons une armée républicaine et non pas une armée des infiltrés à la solde d'un pays, soit-il le Rwanda ou l'Ouganda. Merci François Nzekouye. Je rappelle que vous êtes député national. Merci de m'avoir invité à votre journal. Revenons à Kinshasa et direction Assemblée nationale. Les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles saluent la résolution 2098 du Conseil de sécurité reçue ce mercredi en audience par le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou. Ces élus ont annoncé leur soutien à l'organisation des élections locales et municipales. Le Parlement encourage les échanges avec la Chambre basse congolaise pour le partage d'expériences. Les parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles existent. Ce mercredi, dans la matinée, les députés wallons se trouvant à Kinshasa ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Oba Minakou, en audience. Informés de la production législative à la Chambre basse, ces élus ont confirmé la volonté des deux partis de pouvoir établir des échanges pour le renforcement des capacités des élus du peuple et partage d'expériences. La démocratie de la République démocratique du Congo est une jeune démocratie, apporter non pas des conseils, mais apporter notre expérience de parlementaires belges qui peuvent être utiles, s'ils le souhaitent, aux parlementaires congolais. Comme nous venons pas de parler assez longuement à l'instant de la CENI et des futures opérations électorales congolaises, nous sommes prêts à apporter notre contribution aux instances qui vont être mises en place à ce moment. Les députés wallons ont salué les efforts des autorités congolaises sur le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La résolution 2098, effectivement, du Conseil de sécurité, qui est pour moi un événement capital dans l'histoire du Congo, parce que pour la première fois même de sa propre histoire, de l'histoire des Nations Unies, il y a une décision d'intervention active de forces armées des Nations Unies, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, malgré le grand nombre de soldats constituant la MONUSCO. La visite de séjour a été précédée par le déplacement d'Oba Minakou en Belgique en 2012. Les initiatives envisagées par le Parlement wallon et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo devront donc permettre aux honorables députés de pouvoir aiguiser leurs connaissances sur la maîtrise des matières parlementaires. Autre chose, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu ce mercredi une délégation du Comité international de la Croix-Rouge conduit par France, mais aussi le directeur général adjoint de Sinostil. Tout ceci rentre dans le cadre de la politique du gouvernement dans le but d'améliorer le bien-être social ainsi que le développement de la République démocratique du Congo. Fallait s'y attendre et c'est arrivé. Le chef du gouvernement a enfin eu un échange avec les responsables du CICR. Et cela se déroule dans une ambiance de courtoisie et de fraternité. Ensemble, le tête-à-tête a tourné autour du bilan des activités du Comité international de la Croix-Rouge pour l'exercice 2012 en République démocratique du Congo, ainsi que les dispositions prises pour l'année 2013. CICR effectivement restreint dans le pays et contribuera effectivement à l'amélioration de la situation humanitaire dans les régions qui en ont encore besoin. Les hôtes du Premier ministre étaient aussi porteurs d'un message, celui de l'arrivée prochaine du président de cette organisation internationale. Visite prévue pour fin avril. Il est important pour le CICR de maintenir un dialogue
avec les parties au conflit quant au respect du droit international humanitaire dont le CICR est gardien, mais pour subvenir aux besoins des populations, des victimes affectées par le conflit, le CICR soutient des hôpitaux, des centres de santé, il distribue de l'assistance humanitaire pour la population déplacée qui mal. Dans la foulée, le Premier ministre a reçu aussi en ce jour le directeur général adjoint du Sinosteel Equipment and Engineering qui ont débattu sur les voies et moyens où cette entreprise peut investir en RDC dans plusieurs domaines, notamment l'électricité, la métallurgie, le secteur minier ainsi que l'infrastructure. La RDC est déterminée à mener à bon port la réalisation de tous les projets financés par la Banque mondiale dans les secteurs clés de la vie nationale afin de réduire la pauvreté et appuyer le développement. C'est dans ce cadre que les journalistes ont été davantage éclairés sur ce partenariat. C'était mardi au cours d'une journée porte ouverte au siège de la Banque mondiale. C'est une journée pleine et riche en informations détaillées sur les réalisations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo à travers 17 projets très importants du gouvernement central et qui appuient des investissements dans l'éducation, la santé, l'administration publique, les infrastructures, le développement du secteur financier et du secteur privé, l'agriculture, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. On a réhabilité à peu près 560 salles de classe, je crois, sur les 600 à peu près qui étaient prévus. Ça nous a permis de payer les frais de fonctionnement aux écoles primaires, à plus ou moins 26 000 écoles primaires. Ça nous a permis aussi d'appuyer le ministère de l'EPSP à prendre en charge plus ou moins 20 000 enseignants en ce qui concerne le paiement de salaire pour les enseignants qui ne sont pas encore pris en charge par les trésors publics. Mais comment les journalistes ont-ils reçu ces informations ? Qu'est-ce qu'elles apportent dans leur façon de communiquer sur l'accompagnement technique et financier de cette institution de Bretton Woods? Moi, j'ai beaucoup plus été édifiée par les projets qu'ils financent dans les secteurs de route, de l'eau et aussi de l'environnement. On sent qu'il y a cette volonté-là voulue d'accompagner le gouvernement. Là, j'ai vraiment jamais compris le rôle de la Banque mondiale en RDC et quel est son apport. Alors aujourd'hui, j'ai compris que en fait, la Banque mondiale ne finance pas les particuliers ou n'importe qui. La Banque mondiale finance les projets émis par le gouvernement lui-même. La Banque mondiale se veut un des partenaires de premier plan de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour réduire la pauvreté et appuyer le développement de la base au sommet. Le mois de la femme, mois de mars, on en parle encore dans ce journal. L'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a organisé une grande célébration à l'occasion des femmes de cet institut pour clôturer ce mois dédié à la femme. Cette célébration avait pour but de motiver les femmes à se lever pour le développement de la RDC. C'est dans cette ambiance festive que les femmes de l'ISIPA ont clôturé le mois de la femme au Safari Beach, dans la commune de Lansele. C'était aussi une occasion de célébrer le partenariat signé quelques jours avant entre les femmes de l'ISIPA et celles de la chaîne de télévision privée Antena. Les femmes d'Antena qui ont été invitées par l'ISIPA ont été justement impressionnées par l'investissement qui a été fait dans cette ville par le couple Ekanda. Nous avons compris que les jeunes Congolais reçoivent dans cette institution une formation digne de ce nom. Nous, ISIPA, nous invitons les mamans à se lever. Donc, de ne pas rester à la maison, à se lever. Et puis les parents ne doivent pas seulement scolariser seulement les garçons. Les femmes aussi sont utiles dans la société. C'était en présence du promoteur de cet institut supérieur, Martin Ekanda, que cette cérémonie s'est déroulée. Les peu d'hommes qui ont accompagné ces femmes ont agrémenté cette journée par les interprétations des différentes musiques congolaises. Tout s'est clôturé par la visite guidée de la délégation dans les installations du Safari Beach dans la commune de Lansele.
Toutes les voix sont permises pour fustiger les violences sexuelles contre les femmes congolaises dans l'Est, mais aussi pour leur venir en soutien moral car elles en ont besoin. Et les femmes congolaises actives et engagées du pays, issues du collectif des femmes unies contre le silence, ont opté pour la musique. C'est ainsi qu'elles ont organisé tout récemment dans la ville de Bukavu un concert populaire qui a été précédé